Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Le Milan se déplaçait à Salerne ce soir et n'a obtenu qu'un point avec un match nul, 2 buts partout. But de Messias du plat du pied gauche sur passe de Théo Hernandez à la 5e minute. Égalisation de Bonazzoli à la 29e d'une bicyclette qui parachève une contre-attaque éclair. But de Djuric de la tête à la 71e et superbe égalisation de Rebic d'une frappe lointaine et soudaine à la 77e. À mes côtés aujourd'hui Aristide, Feli et Erko. Salut à vous. Bonsoir. Bonsoir. Aristide, le Milan était sur une bonne série depuis le derby et ce soir ça ne s'est pas passé comme prévu face à la lanterne rouge de Serie A. Pourtant, on avait effectivement très bien commencé. Je t'avoue que quand j'ai vu le but de Messias à la 5e minute sur une passe de Théo, je me suis dit qu'on allait faire une petite promenade de santé, enfin qu'on allait assister à une petite promenade de santé ce soir. Et contre toute attente, à partir de la 15e minute, on a complètement arrêté de jouer. Puis ça a été récompensé par le but de Salerne à la 25e sur une erreur, une sortie assez mauvaise de Mike Maignan. Et ensuite, notre jeu s'est bridé. On n'a pas réussi à trouver les espaces. On a fait beaucoup de fautes techniques. On a commencé à s'énerver avec en témoignent les cartons jaunes, pardon, stupides de Giroud et Rebic notamment. Des joueurs qui d'habitude techniquement font la différence. Et individuellement aujourd'hui ont été en dessous de tout, et à la fin c'est une contre-performance énorme puisqu'on avait l'occasion d'engranger des points après le nul du Taureau et de la Juvière, et on n'en profite pas du tout. Donc contre le dernier de Serie A qui a une seule victoire et 2 nuls je crois, le reste c'est que des défaites chez lui, on n'arrive pas à gagner, donc c'est clairement une contre-performance. Mais ce soir Salerne méritait au moins le nul, si ce n'est mieux, parce que je les ai trouvés bien plus consistants, avec bien plus d'envie que nous, et je trouve que notre prestation a vraiment été honteuse. Je pense que le mot n'est pas trop fort. Marco, les occasions étaient plutôt milanistes, mais on a parfois eu chaud, notamment à la 66e lorsque Romagnoli sauve in extremis après une bévue de Maignan. Je te trouve un peu optimiste quand tu dis les occasions, parce que je n'ai pas trouvé qu'on a eu énormément de vraies occasions, en tout cas concrètes. Donc, on peut parler effectivement d'échec, puisqu'on n'a pas vraiment d'excuses, ni physiques, parce qu'on n'a pas enchaîné les matchs, ça fait une semaine qu'on ne joue pas. C'est clairement un problème mental. Je pense que c'était clairement un sous-estimé l'adversaire, un manque de concentration criant, un nombre de pertes de balles qui a été franchement affolant. J'ai jamais vu autant de pertes de balles surtout en première mi-temps. C'est la rentrée de Kessie a fait un petit peu du bien, on va dire, a plus ou moins rééquilibré un petit peu le côté défi physique. C'est Artina qui était un peu plus justement volontaire à ce niveau-là. Après, oui, on a toujours le même problème depuis le début de la saison. Je trouve qu'il ressort plus quand on joue contre une petite équipe que contre une grosse. C'est le manque criant de qualité offensive. J'en veux pas trop à Giroud, parce que voilà, c'est pas vraiment son rôle de créer du jeu, de foncer tête baissée devant. Mais hormis Léao et Théo qui étaient dangereux sur le plan offensif, quoi. Donc on a eu Diaz, c'est une catastrophe. À droite, c'est Messias qui, à part son but, il n'a absolument rien fait. Donc voilà, on a un vrai problème à ce niveau-là qui n'a pas été réglé depuis le mercato d'été. Et c'est grâce à des joueurs comme ça, enfin des joueurs manquants comme ça en tout cas, qu'on pourrait gagner, qu'on doit gagner ce genre de match. C'est plus facile de briller contre une grosse équipe parce que les joueurs sont beaucoup plus motivés, mais quand tu joues contre une petite équipe comme ça qui joue les couteaux entre les dents et qu'on a bien plus envie que nous, ben voilà, ça se paye cash. Il y a peut-être moins de qualité chez eux, mais en tout cas beaucoup plus d'envie et d'organisation. Ça s'est ressenti fortement aujourd'hui. C'est frustrant parce que voilà, c'est toujours le même genre de match qu'on perd, c'est toujours là où on perd des points. On va en gagner là où on n'en attend pas et on en perd là où on doit en gagner. Donc c'est dommage, ça continue tout. Voilà, j'espère que quand on entend les rumeurs de mercato pour l'été prochain, j'ai pas l'impression qu'on voit les mêmes problèmes qu'on a que les dirigeants. Mais bon, voilà, voilà, il reste encore des matchs. L'objectif reste toujours de toute façon la qualification avec des champions. On est toujours bien parti pour, mais c'est frustrant parce qu'on pourrait peut-être viser un petit peu plus haut, malgré qu'on a moins de qualité que l'Inter ou même Naples en tout cas. Mais c'est très frustrant, oui. Alors c'est vrai que les occasions franches, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a une occasion pour Giroud qui manque son face-à-face avec CP à la 60e. Ça c'est la grosse occasion je pense côté milaniste. Sinon en première mi-temps il y a juste eu le coup franc de Benasser sorti par CP à la 17e. La bicyclette de Léao en deuxième mi-temps 47e. Tout début donc de la deuxième mi-temps sur un centre de Tonali hors cadre. Et enfin la frappe de Léao difficilement repoussée par CP à la 70e. Bon c'est plus une faute de main du gardien. Félix, qu'a-t-il manqué au Milan ce soir? Je pense qu'il a manqué de la concentration et puis surtout de l'envie, parce que quand on regarde en face, alors sans vouloir excuser notre prestation, ni dénigrer l'équipe d'en face aussi, je pense que si l'entraîneur de la Salernitana
qui vient d'arriver était venu il y a 2-3 journées, ils n'auraient pas fait le même match. Là, c'est la première journée de Nicolas en tant qu'entraîneur. Je pense que les joueurs voulaient aussi se dépasser et on l'a vu parce que, excusez-moi, Koulibaly au milieu de terrain, il s'est transformé en Vieira. Djuric, il était intenable devant, il s'est transformé en Zlatan Ibrahimovic. C'est marrant parce qu'il lui ressemble beaucoup, mais il a complètement bouffé Tomori. J'ai rarement vu Tomori se faire aussi manger par un attaquant comme ce soir. Et puis CP, tous les ballons qu'il mettait, évidemment, il les mettait pile sur lui. Donc, effectivement, on ne pouvait pas deviner que c'était la lanterne rouge de Serie A quand on les voyait, parce que même techniquement, que ce soit les longs ballons, les transitions, ça allait très très vite devant. Et je pense que, comme on le sait, quand un entraîneur arrive, il arrive souvent que voilà, les premières journées, l'équipe se dépasse un petit peu. Et je pense que c'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec la Salernitana, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'aller, c'était pas du tout, ils n'étaient pas du tout comme ça. Ils se sont même pris un but par Salemaker, c'est dire le niveau de cette équipe. Donc, je pense qu'on paye un petit peu le fait que l'entraîneur vient d'arriver, et on paye surtout un manque de concentration criant. Et comme l'a très bien dit Aristide aussi, on a sous-estimé énormément cet effectif, et on l'a payé cash, hein, parce que finalement le 2-2, alors certes, on a eu quelques occasions, mais la Salernitana aussi on a eu, et on aurait bien pu perdre ce match si Rebic n'avait pas ce but à la fin. Donc finalement, le point, vu la physionomie du match, moi je crache pas dessus. Après, c'est vraiment frustrant parce que ce genre de match, on doit les gagner 4-0, quoi. Après 5 minutes, on met un but, très bien, bah, on doit enchaîner. Benacer, il a failli marquer un but, certes, mais bon, on rate. Giroud, il bouffe la feuille de match parce qu'il rate quand même le 2-1, il rate quand même quelques petites occasions de la tête qu'il aurait mieux pu passer. Donc, il serait temps que le Français aussi se réveille un petit peu en dehors de San Siro. On sait qu'il aime bien marquer à la maison, mais maintenant, il serait temps de marquer un peu à l'extérieur. Et là, on perd 2 points bêtement. Alors, de toute façon, moi, vous savez que je ne crois pas au titre. Donc, a priori, ce n'est pas ça qui me dérange. Ce n'est pas ce soir qu'on perd le titre, hein. Mais par contre, c'est vrai qu'on perd bêtement de l'avance sur la 5e place. Et cette avance, bah, si on continue à faire des prestations comme ce soir, alors, on sait que voilà, ça peut arriver, mais si on commence à enchaîner les prestations comme ce soir, là c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un match aussi mauvais de la part de nos joueurs, parce que techniquement on était tous vraiment à la ramasse. Je note pas un bon joueur qui a fait un vrai bon match aujourd'hui, et ça c'est rare pour être souligné. Mais voilà, il faudra pas trop perdre de l'avance sur la zone Champions. Là pour l'instant on a un petit matelas, mais il faudra éviter de réitérer ce genre de prestations. Et je rappelle qu'on joue l'Udinese à domicile vendredi, et le 6 mars, on jouera contre Naples. Je vais demander à Aristide, je n'ose parler d'homme du match, Aristide, comme vient de le dire Feli, quel fut d'après toi le moins mauvais côté milaniste ce soir? Ouais, tu fais bien, MJ. Celui qui m'a le moins énervé, je dirais que c'est Kessié. Tout d'abord parce que Kessié, je l'ai vu que 45 minutes, alors que les autres, je les ai vus 90 minutes. Donc ils ont eu le temps de m'énerver en 90 minutes, Kessié un peu moins. Et puis j'ai trouvé sa rentrée tout à fait correcte, notamment parce que Benacer en première mi-temps avait été un peu à la ramasse, comme Tonali d'ailleurs. Le double pivot, je l'ai trouvé très mauvais aujourd'hui. Mais voilà, Kessié a fait un peu de bien, alors sans faire quelque chose d'extraordinaire, mais au moins je l'ai trouvé supportable et assez correct techniquement aujourd'hui, et c'était bien le seul. Erko. Personnellement, d'un point de vue, en tout cas, impact mental, j'ai bien aimé la rentrée de Rebic. C'est peut-être le seul qui est rentré avec envie de gagner et qui est sur le terrain. Donc, il a quand même beaucoup pressé, il a montré qu'il en voulait. Ça a été lui qui a peut-être un petit peu, je vais pas dire relancé l'équipe, mais qui a fait un petit peu l'équipe rejouer un petit peu vers l'avant. Donc voilà, c'est-à-dire retrouver un petit peu sa mentalité qu'il avait. Il va chercher le but de l'égalisation qui était assez important, qui aurait peut-être pu nous faire croire à une remontée, même si on ne l'a pas faite. C'est le genre de voilà, c'est le genre de joueurs comme ça qui doivent rentrer sur du banc comme ça pour montrer justement aux autres joueurs ce qu'il faut faire. Il l'a fait. Dommage que voilà, techniquement il n'est pas encore au niveau, il est encore en dessous. Je pense que voilà, il est quand même pas mal raté, notamment dans ses dernières passes. Mais dans l'envie, en tout cas, c'est peut-être la seule qualité qu'on peut trouver à certains joueurs aujourd'hui, c'est l'envie, c'est ce qui a fait la différence. Et Rebic en a fait partie des 2-3 joueurs qui avaient vraiment le couteau entre les dents. Pour ça, je pense qu'il mérite il mérite en tout cas d'être dans mon homme du match en tout cas. Feli. Moi, je vais dire également Kessié, mais pour rebondir sur Rebic, c'est vrai que ça répond très justement à ce qu'on avait dit la semaine dernière concernant Rebic. Là, il est rentré, il a fait une bonne touche de balle. Juste après, il se fait ce superbe but des 25 mètres. Et puis après, à nouveau, il change de face.
C'est le Rebic qui veut trop en faire. Au lieu de faire des passes simples, de jouer simplement, il essaie de te faire des louches qui n'ont rien à voir, qui est à contre-courant du jeu. Et donc, extrêmement frustrant ce soir à l'entrée du Croate parce qu'effectivement, il rentre très bien. Il rentre avec de l'envie, mais après, sur la fin, il perd 2 ballons, mais extrêmement bêtement, alors qu'il aurait tout simplement pu la décaler sur un côté. Enfin bref, voilà, c'est tout Rebic. Là encore, je pense qu'on va sauter la bonne surprise hein, et passer directement à la déception d'Aristide. La transition est toute trouvée, puisque comme Feli a parlé de joueurs qui en faisaient trop, en parlant de Rebic, moi il y a un joueur aujourd'hui qui en a vraiment trop fait, qui m'a vraiment exaspéré, c'est Leao. Je l'ai trouvé mais nauséabond aujourd'hui. Je trouve qu'il a rien fait de bien. Alors bizarrement, on a eu une semaine de repos entre ce match-là et le dernier, mais je l'ai trouvé fatigué dès le début, moi. Je trouvais qu'il ne faisait aucune différence de par sa vitesse. Je trouvais que ses contrôles étaient approximatifs, qu'il avait l'air déjà essoufflé, en fait, dès les 10-15 premières minutes. Et voilà, à part, effectivement, sa retournée aurait pu être superbe si elle avait été cadrée à la 48e. Il fait aussi un beau tir à la 69e sur une passe de Rebic en retrait, mais le reste, c'est que des pertes de balles. Il y en a 4, 5. Il y a que des passes ratées, des passes entre deux joueurs. De toute façon, ce soir, on a fait que des passes entre les joueurs, mais aucune passe intéressante sur un joueur précis. Mais ouais, Leao a été vraiment abominable ce soir, comme il l'a pas été depuis bien longtemps. Erko. Je trouve un petit peu dur comme avec Léo, parce que c'est peut-être un des seuls joueurs qui a quand même tenté, donc un peu isolé devant, même si effectivement il a beaucoup raté. Mais pour moi, donc, je suis plus mauvais aujourd'hui, de très loin, pour moi c'est Diaz. Ça fait quelques matchs qui est totalement imbuvable. Il a absolument tout raté, je pense, aujourd'hui. Que ce soit dans les passes courtes, les passes simples, ou même dans ses dribbles. D'habitude, au moins, il avait quand même une qualité technique voilà, qui pouvait justement faire la différence, même s'il manquait le dernier geste. Ici, même l'avant-dernier geste, il ne l'a pas. C'est une catastrophe, ses contrôles. Il ne sait même pas c'est lui-même ce qu'il fait sur le terrain. C'est les 3/4 du temps, normalement, meneur de jeu, quand il fait un contrôle de balle orienté, de partir vers l'avant, lui, il se retourne toujours dans le sens opposé du but. C'est assez frustrant quand même, parce que ça ralentit quand même vachement les attaques de l'équipe. Pourtant, Dieu sait qu'on avait besoin de vitesse. Il n'a absolument pas apporté ce que le meneur de jeu doit nous apporter. J'aurais préféré peut-être un autre sorte de profil d'aujourd'hui, parce que ça fait quand même quelques matchs qu'il est totalement imbuvable. Il a des qualités, donc je trouve qu'il y a quand même 2-3 joueurs ces temps-ci ils ont un problème physique. On a l'impression qu'ils jouent avec des chaussures de plomb. Léo a eu ça aujourd'hui aussi. C'est vrai on ne sait pas, il y a des joueurs comme ça qui n'avancent plus. Est-ce que c'est la préparation qui est très mauvaise? On ne peut pas dire que c'est l'enchaînement des matchs, que c'est absolument pas le cas. Il y a vraiment un gros problème à ce niveau-là. Il faudrait peut-être revoir un petit peu, ou peut-être en mettre un ou deux sur le banc, mettre des joueurs peut-être plus frais, même s'ils ne devraient pas être fatigués. Mais il y a effectivement un problème au niveau de la vivacité de certains joueurs. Et on voit aussi fortement avec Diaz qui n'arrive plus à enchaîner un dribble et une accélération. C'est un joueur lambda qui est sur le terrain. Tu mettrais n'importe quel joueur de Crotone à sa place, il ferait la même chose. Donc voilà, c'est très frustrant quand même, parce que on sait que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, mais là il est totalement bridé. Je ne sais pas si c'est mental ou autre chose, mais en tout cas il y a un gros problème avec Diaz. Elle n'a plus rien à faire sur le terrain pour le moment. Voyons si Feli nous surprend. Un petit mot sur Diaz. Effectivement, moi ça fait longtemps que j'avais pas vu un joueur offensif tout raté comme ça, comme le petit Espagnol l'a fait aujourd'hui. Ça me rappelle les plus belles heures de Castillejo, qui avait l'habitude de tout rater dans un match. Et ben là, c'était le cas pour Brahim Diaz, qui a vraiment tout raté de A à Z. J'ai pas le souvenir d'une bonne action de sa part. Et c'était effectivement, comme le dit Arco, ça commence à faire un moment. Alors là, effectivement, je trouvais que sur le dernier match, bon, effectivement, il était pas décisif, mais je trouve qu'il remontait bien le bloc au moins. Là, ce soir, même ça, il n'a pas eu le faire parce qu'il était vraiment très très mauvais. Et après, il faut dire aussi que Salerne a très bien serré son milieu de terrain. On voyait qu'il était assez haut sur le terrain. C'est assez rare pour être souligné, surtout pour la lanterne rouge. Elle était assez haute sur le terrain et la densité au milieu de terrain a empêché vraiment l'Espagnol de s'exprimer, même si effectivement il n'était pas dans un bon jour, comme d'ailleurs le reste de nos attaquants. Même Leao, qui effectivement je trouve Aristide un peu dur, mais effectivement même lui n'était pas dans une superbe forme et on le voyait dès le début du match traîner un peu la patte. Mais moi, concernant mes flops, double flop, mes 2 tops de mi-saison que j'ai mis en premier et en deuxième, Maignan et Tomori, parce que les deux ont vraiment été très mauvais. Maignan, c'est son pire match, sans aucun doute, depuis qu'il est arrivé chez nous, puisqu'il aurait pu nous coûter 2 buts, et ça, c'est très rare pour être souligné, c'est rare qu'il fasse des erreurs, quoi. C'est un gardien extrêmement sérieux, qui ne fait pas ce genre d'erreur. Et là, c'est la première fois de la saison qui fait une double erreur qui aurait pu nous coûter 2 buts. Et Tomori, comme je le disais tout à l'heure,
Moi, j'ai jamais vu Tomori se faire manger par un attaquant comme ça. Alors qu'on a joué contre des grosses équipes. Hein. On a joué contre Liverpool, l'Inter. Moi, j'ai jamais vu Tomori aussi mauvais que ce soit. Et je pense aussi que Tomori, c'est peut-être un de ses pires matchs avec nous. Il s'est fait bouffer par Djuric, qui fait sans doute un de ses meilleurs matchs de sa carrière, mais quand même, il ne peut pas se faire bouffer comme ça. Alors certes, il est plus grand, mais le match qu'il fait, Tomori, c'est vraiment interdit. Le deuxième but, il est un peu pour sa pomme, tandis que le premier, il est pour celle du gardien français. Bien résumé, nous passons aux mentions particulières avec Aristide qui va donc évoquer un joueur qui n'a pas encore été cité, par lui en tout cas. Oui, c'est vrai que ça peut paraître dur pour reprendre la phrase de mes compères quand je parle de Léao, mais c'est vrai qu'il m'a vraiment déçu ce soir. Mais là, comme Feli parlait de Maignan, moi je vais parler aussi de Tonali. En fait, finalement, nos meilleurs joueurs de ce début de saison, les joueurs qui nous portent et qui font la différence individuellement, comme je le disais au début, ce soir, c'est les premiers à faillir. Tonali, pareil, a fait un match, mais très mauvais, quoi. Alors peut-être qu'il a été effectivement gêné parce qu'il prend quand même voilà, il se fait vraiment mal en première mi-temps. Finalement, je crois qu'il va sortir et pour être remplacé par Kessié, puis il reste sur le terrain. Mais C'est bizarre il a peut-être. d'ailleurs. Tu crois Ouais, qu'il sort c'est assez Benasser, bizarre. que Benasser a un jaune? Il fait Ah souvent oui, ça, oui, oui, hein, Pioli. pour moi, il sort Benasser parce que Benasser a un jaune, mais effectivement, pour moi, Tonali, je m'attendais à ce qu'il sorte en deuxième mi-temps aussi assez rapidement parce que voilà, il avait l'air quand même assez emprunté par sa blessure en première mi-temps. Mais voilà, non, enfin, pour revenir sur le sujet, aujourd'hui, techniquement, nos meilleurs techniciens ont été mauvais, et effectivement, Maignan, je l'ai pas reconnu aujourd'hui, j'ai trouvé un joueur fébrile, et c'est vraiment un non-match de l'ensemble de l'équipe, quoi. Erko. Je vais encore parler du problème. On a un énorme problème côté droit d'attaque, parce que c'est quand même bizarre de se dire que un joueur que Messias, qui était, on va dire, relativement, à part son but, mais ce qui a sauvé un petit peu, mais sinon il était relativement médiocre et invisible, il a été remplacé par un Makers qui, malgré qu'il avait l'envie quand même de jouer un petit peu vers l'avant, n'a pas été bon. Il a quand même raté beaucoup de ses deux tentatives de dribble, etc. Il a tenté de jouer vers l'avant, mais sans réel succès. Mais malgré ça, en comparaison du match de Messias, j'ai l'impression qu'il a fait une bonne rentrée, or que ce n'est pas le cas. Et c'est comme ça depuis le début de saison. On n'a aucune vraie concurrence, hormis dans la médiocrité, justement. Et on penche beaucoup trop de jeux vers la gauche. Et c'est peut-être ça aussi qui nous fait défaut actuellement. C'est que les équipes savent très bien que pour nous contrer, il suffit de tenir Léo et Théo. Et du côté droit, il n'y aura aucun danger qui viendra. Donc, même si effectivement aujourd'hui le but vient de Messias sur une erreur défensive quand même de Serafina, mais hormis ça, le côté droit, c'est la médiocrité totale. Et Calabria ne peut pas s'exprimer non plus parce qu'il n'a personne avec qui justement combiner comme Théo peut faire avec Léao. C'est un vrai handicap, ça nous donne vraiment justement aucune légitimité pour avoir un jeu équilibré. Mais lui fait partie des rares, excuse-moi de te couper, lui fait partie des rares, j'ai l'impression Calabria a toujours manifesté de l'envie, quoi. Je trouve par rapport aux autres, on a beaucoup critiqué le manque d'envie, j'avais l'impression que Calabria en est peut-être un peu plus que les autres. Oui, mais ça a toujours été comme ça, parce que justement, c'est un vrai Milanista justement depuis toujours. C'est à ça que tu vois aussi un joueur qui a toujours la niaque aussi, c'est dans leur ADN. Ils ont toujours envie justement de défendre le Milan jusqu'au bout contre n'importe qui. Mais c'est un des rares joueurs from no club qui était titulaire, enfin c'est même le seul d'ailleurs aujourd'hui qui était titulaire. C'est le genre de choses qu'il ne faut même pas répéter, parce qu'on sait très bien que ces joueurs-là, ils vont toujours se donner à 100%. Il n'y a aucune exception à ce niveau-là. Mais voilà, c'est quand tu as autant de qualité aussi, tu peux être aussi bon que tu veux. Si tu n'as personne pour combiner devant toi, avec toi sur le côté droit, tu n'y arriveras pas. Si tu mets un joueur du niveau de Messias en face de Théo, il n'arrivera pas à combiner non plus. Donc voilà, c'est très frustrant. Ça nique aussi un peu la cohésion de l'équipe, ça nique aussi le côté justement football vers l'avant comme Pioli voudrait faire. Et le problème, c'est que c'est un problème qui n'a pas été justement réparé. Et il faut absolument, pour moi, ça doit être la grosse priorité pour le mercato d'été, c'est de trouver un vrai attaquant justement pour le côté droit, une référence, quelqu'un qui sait très bien faire la différence au moins tout seul. Parce qu'ici, comme je le répète, hormis Léao, aucun attaquant sait faire la différence, en tout cas individuellement. Et après, choisir qui entre Messias et Selmakers on garde pour faire la doublure. Donc après, voilà, c'est des choix qui sont un petit plus ou moins subjectifs. Mais ce qui est sûr et certain et qui est un vrai problème réel, c'est qu'il nous faut un vrai titulaire à ce poste-là, un joueur à 30-40 millions qui va apporter justement un vrai complément à VAO et justement une certaine, comment dire, j'ai plus de mots, mais bon, Je crois que la Juve n'a pas encore acheté Chiesa, hein, donc on sait jamais, mais je vais faire hurler Félix si je dis ça. Ouais.
On va attendre qu'ils reviennent de blessure pour ça, mais en tout cas, tout ce que je dis, c'est avoir 2 joueurs imprévisibles sur chaque côté. Ça fait une grosse différence aussi, et c'est ça aussi qui fait une grande équipe. Toutes ces grandes équipes européennes ont 2 joueurs, en tout cas qui jouent avec des ailiers, ont 2 grands ailiers sur les côtés, et c'est comme ça qu'ils jouent au football. Et nous, le problème, c'est qu'on a vraiment une différence abyssale entre le côté gauche et le côté droit, et ça pèse énormément sur ce genre de match, encore plus en tout cas. Félix, justement, de qui n'as-tu pas parlé? Je vais faire court, mais juste sur Giroud. C'est vrai que j'étais un petit peu déçu de son match, comme j'ai dit tout à l'heure. Et frustrant parce que voilà, c'est pas le même joueur. J'ai l'impression quand il joue à San Siro que quand il joue à l'extérieur. Il aurait dû tuer le match bien avant, selon moi. Eh bien, messieurs, vous avez été concis, je crois qu'en même temps, il n'y avait pas besoin de disserter longuement sur ce match. On passe donc au mot de la fin d'Aristipe. Pour le mot de la fin, pour ma part, ça faisait quelques temps que j'avais un peu décroché ces dernières semaines du Milan et du foot en général, hein, puisque voilà, bon, j'étais en vacances et puis parfois ça me fait un peu de bien. Voilà Et qui c'est va vrai te que donner envie de raccrocher. ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Ouais. Et c'est vrai que quand je vois le match qu'on a produit ce soir, samedi soir, une soirée où tu pourrais faire autre chose, soit dit en passant, ça donne pas envie de me remettre pleinement au foot et surtout au Milan. Alors j'ai suivi effectivement les résultats ces dernières semaines, je vous ai écouté aussi sur Casa Milan et c'est vrai que après, excepté le match la semaine dernière, si je me trompe pas, contre la Lazio en Coupe d'Italie, où là vraiment on a fait un très bon match. Notre dernier bon match en championnat, ça commence à remonter. Je pense que ça date de décembre, voire début janvier. Je crois qu'il y a eu la Roma où on avait fait une bonne première mi-temps notamment. Mais voilà, cette saison ressemble peu ou prou à la saison dernière pour moi, sauf qu'il y a une petite différence avec la saison dernière, c'est qu'on part avec un peu moins d'avance que sur le 5e que la saison dernière où on avait vraiment creusé une quinzaine de points à cette période-là de l'année, quoi. Et on jouait mieux. On jouait Et mieux au on ballon jouait quand même. mieux, Alors même certains si on diront que c'est parce qu'il y commençait. avait Çalhanoğlu, j'ai du mal à y croire, mais enfin, Ah non, ce qui est, je suis ce pas qui est vrai, sûr. c'est qu'on jouait beaucoup mieux. Mais je me dis que tu as dû te consoler avec la défaite de l'Inter face à Liverpool, toi qui nous parles systématiquement de la Ligue des Champions. Bah Ah là, ouais. cette semaine, j'imagine, a dû te rasséréner un peu. Cela dit, super match. Inter-Liverpool. J'ai eu la chance de voir Inter-Liverpool et la veille, j'ai vu quand même un petit peu Paris contre le Real Madrid. Et encore, j'étais très déçu du match Paris-Real Madrid parce que je trouvais que physiquement, techniquement, c'était pas du tout d'un niveau Ligue des Champions. Paris a été vraiment trop facile sur ce match et a dominé le Real de A à Z. Encore, alors que le match Inter-Liverpool, honnêtement, l'Inter aurait mérité un nul sur ce match. Alors malheureusement, Liverpool, quand ils accélèrent, c'est là que les clubs italiens sont un peu à la ramasse, mais ça on les connaît, on les a vus en phase de poule. Mais l'Inter a fait un super match et je me suis régalé devant ce match de football, ça c'est sûr. Il y a un petit pronostic pour la Juve face à Villarreal? Honnêtement, je suis pas forcément très optimiste pour la Juve, même si j'ai foi en Allegri dans cette compétition. Je t'avoue que j'ai un peu peur de parce que Villarreal est une équipe qui joue au football et voilà, j'ai un peu peur du syndrome de la Juve en huitième de finale ces dernières années, c'est-à-dire une élimination en prolongation ou à la fin du temps réglementaire. Nous verrons ça la semaine prochaine. Erco, j'ai vu, avait salué la prestation de Verratti contre le Real, donc peut-être que tu vas en parler ou Oui. sinon revenir sur autre chose. Erco, quel est ton mot de la fin? Ah bah si on peut paraître raté, oui, c'est un avis évidemment purement subjectif, mais actuellement, si on doit parler de talent et de joueurs comme ça, qui me rappellent, enfin moi j'ai eu une idole, hein, hormis Pirlo au milieu de terrain, ça a été Iniesta. Et quand je vois Verratti jouer à ce niveau-là, c'est le seul joueur qui s'en rapproche vraiment. Quand il est balle au pied, tu as l'impression qu'il peut pas perdre. Et en plus, il a une faculté justement à récupérer pas mal de ballons, il est très complet. Si ce n'est peut-être dans la zone, son seul défaut, c'est de pas tenter de frappe de loin. C'est peut-être vraiment le seul défaut qu'on peut y trouver, mais quand Verratti il est à ce niveau-là, Paris devient une grande équipe. Et c'est peut-être un des rares joueurs qui peut encore faire la différence à ce niveau-là. C'est dommage qu'il ait une hygiène de vie un petit peu discutable, qui lui fait peut-être donner une certaine irrégularité. Mais en tout cas, dans les gros matchs, il est toujours présent. C'est souvent lui, en tout cas, ou alors Mbappé aussi, évidemment, qui Et peut encore, porter l'équipe. il travaille pas avec les préparateurs physiques du Milan, parce que là, il jouerait 2 matchs Ah par non, saison. non, mais là, il jouerait plus, il serait déjà en pension, à mon avis. Donc, on ne peut-être même pas y penser. Mais justement, pour revenir un petit peu justement sur le staff du Milan, j'aimerais encore une fois me montrer un petit peu critique aussi envers Maldini et Massara, parce que voilà, autant Maldini, c'est une légende, on adore, on a envie qu'il réussisse, mais pour moi, son mercato d'hiver a encore été foiré. Parce qu'aller recruter un jeune attaquant qui a marqué un but ces quelques derniers mois, à la rigueur, on peut voir un coup de poker qui fait quelque chose. Mais le gars, il n'est absolument pas prêt physiquement. Il a encore quelques semaines de travail physique avant de pouvoir intégrer l'équipe première.
à quoi ça sert de l'avoir pris. C'est encore une fois, on a Ibrahimovic qui est blessé, on a Giroud qui va être tout seul en pointe. Il a 35 ans, il doit enchaîner tous les matchs. On a un manque de profil aussi pour un attaquant qui doit être un peu plus vivace, on n'a plus rien. Voilà, pour moi, c'est une erreur aussi de recrutement. Quand tu vois qu'on reparle encore de prolonger encore une fois Ibrahimovic, qui a été blessé 3/4 de la saison, on ne sait même pas quand il va revenir. Et quand il joue, il fait un bon match sur 3. Il a à 41 ans encore gagné. On parle d'un contrat de 3 millions pour une saison plus bonus. Peut-être à un moment, il faut arrêter 2 secondes, il faut essayer de tourner la page. Est-ce que c'est une peur de ne pas savoir être capable de retrouver un attaquant, en tout cas qui pourrait être un minimum décisif? Je ne sais pas, mais à un moment, c'est le boulot aussi du recruteur de trouver le profil qu'il nous faut. Même si je sais bien que Elliott, il met un petit peu le couteau sous la gorge, que voilà, financièrement, il y a des limites un petit peu aussi dues au fair play financier, au compte que les Chinois nous ont quand même bien mis à l'envers. Mais voilà, il y a quand même un minimum de cohérence à avoir. Des fois, il vaut mieux pas recruter que de recruter mal ou donner la chance aux jeunes. Plutôt que de recruter Sterva, j'aurais préféré qu'on garde Colombo, comme ça, qu'on lui fasse un petit peu du minutage comme ça. Parce qu'il y a Colombo a des meilleures stats actuellement que le jeune Serre qu'on a recruté. C'est frustrant parce que j'ai vraiment envie d'avoir un recrutement intelligent, comme tu vois toutes des équipes comme Dortmund qui arrivent toujours à chercher des petites pépites pour pas trop cher et à la faire briller. Et j'ai l'impression que nous, on a vraiment du mal à ce niveau-là. Et on a encore beaucoup de mal à faire confiance à nos jeunes. Dans des matchs comme ça, je trouve ça frustrant de ne pas faire jouer un Maldini. Je ne vois pas ce qu'il aurait pu apporter de moins bon par rapport à d'autres. C'est vraiment un problème qui est inhérent au Milan, parce que je vois quand même d'autres équipes, même la Juventus, qui commencent à faire jouer quelques jeunes à eux. Il n'y a que nous qui ne le faisons pas, et pourtant, c'est peut-être nous qui en avons plus besoin. J'ai l'impression que les saisons suivent et se ressentent à ce niveau-là. Et c'est peut-être justement une des raisons qui nous empêche de passer le petit palier qui nous ferait aller justement un peu plus haut dans le classement, plus régulièrement en tout cas. Je subodore une réaction de Feli. Juste pour dire, je pense pas que c'est les jeunes qui nous feront passer un cap à ce niveau-là. Non, moi, ma réaction, c'est un petit mot pour un attaquant qui était blessé pendant une longue partie de la saison et qui hier a marqué un joli but contre la Juventus, c'est Andrea Bellotti. Alors je sais que ce joueur il divise beaucoup, mais moi c'est un joueur que j'aime beaucoup depuis longtemps et pour moi c'est un joueur qui s'adapte très bien à ce qu'on propose, qui est à la fois bon en pivot et qui sait en même temps prendre de la profondeur, qui est un joueur solide, un guerrier aussi, un joueur d'équipe qui sait jouer avec ses partenaires. Et pour moi, je le verrais très bien s'installer dans cette équipe-là. On n'a pas besoin de dépenser des sommes et des sommes dans le remplaçant d'Ibrahimovic, puisque pour moi, on devrait, comme l'a dit Erko, très bien dit Erko, il faudrait recruter un vrai ailier droit qui serait le vrai penchant de Leao. Donc moi, Andrea Bellotti, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Comme je sais que Roland l'apprécie aussi pas mal, j'aimerais beaucoup le voir tout sur le nos monde couleurs. ici, sauf moi, je te rassure, hein, je suis l'exception. Tout le monde ici souhaite l'avenue de Bellotti. Je sais que de manière assez générale, c'est assez divisé parce qu'il y en a qui le trouvent pas assez bon. C'est pas le joueur qui va nous faire passer un cap et je suis d'accord pour dire que c'est pas le joueur. Voilà, quand on regarde en Serie A, tu as des joueurs comme Osimhen, Abraham qui sont peut-être plus talentueux, disons, mais un Bellotti, c'est quand même une garantie de 15-20 buts par saison, qui s'inscrirait très bien dans notre collectif et qui déjà serait gratuit et prendrait pas un gros salaire. Donc moi, je suis pour sa venue et j'espère que ça se fera enfin. Après des années et des années, chaque saison, chaque mercato, c'est la même chose. Des pourparlers, au final, rien du tout. On a failli le faire venir il y a quelques années quand c'était Mihajlovic, il me semble. Puis au final, il est pour des dizaines et dizaines de millions. Oui, voilà, c'est ça. Au final, il risque de venir gratuitement et j'espère que ça se fera. Et un petit mot pour Chiesa. Moi, j'aime bien Chiesa. C'est juste que pour moi, ce joueur-là est un petit peu surcoté par rapport à son véritable niveau. Il a fait un sublime Euro, ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais disons que c'est pas un crack absolu. J'adorerais d'ailleurs qu'il vienne au Milan. Il serait sur le côté droit. Je pense que c'est ce que Pioli adorerait l'avoir. Ce serait un superbe justement côté droit qui s'équilibrerait bien avec Leao, puisque Chiesa a un peu le profil de Salemaker, c'est-à-dire qu'il peut faire des descendre et monter sur le terrain et ça équilibre bien avec le côté gauche. Donc moi j'adorais, mais bon, c'est peu probable de toute façon qu'il vienne au Milan parce que la Juve, elle a une option d'achat qui est obligatoire s'il se qualifie en Ligue des Champions.
Et même s'ils ne se qualifient pas en Ligue des Champions, ils ont quand même l'option d'achat, donc ils peuvent quand même l'acheter. Donc à moins d'une catastrophe, la Juve rachètera Chiesa. J'espère qu'elle ne le rachètera pas parce que Chiesa, c'est effectivement un joueur que j'apprécie. Mais voilà, c'est juste pour dire sur Chiesa. C'est vrai que je suis un peu dur des fois avec lui, mais voilà, c'est souvent ce genre de joueur un petit peu, voilà, un peu surévalué, disons, légèrement, hein, mais qui, selon moi, ne sont pas des top mondiaux, quoi. Ah bah, si tu veux me faire dire que Chiesa c'est Messi, enfin le Messi actuel, remarque on pourrait discuter, mais si tu veux faire dire que Chiesa c'est le grand Messi, évidemment je vais pas souscrire à ce propos. Mais il y a un gros potentiel et je pense qu'il a pas encore montré tout ce qu'il savait faire. C'est-à-dire Chiesa c'est 23 ans, il est pas fini pour le foot. Ce qui est dommage c'est qu'après un excellent Euro, comme tu l'as dit, il s'est blessé assez vite. Et il est revenu cramé de l'Euro et c'est vrai que ça aurait pu être la saison de la confirmation après de très bons matchs de Ligue des Champions avec la Juve l'année dernière et l'année d'avant, hein. Donc c'est quelqu'un qui sait aussi dans les grands matchs répondre présent, mais on attend confirmation sur la durée. C'est vrai que sa grave blessure malheureusement n'aura pas permis de le voir cette année. J'espère qu'il reviendra vite. On avait parlé aussi de Zaniolo, hein. C'était une petite rumeur comme ça qui circulait, mais j'ai du mal à y croire également, d'autant que c'est encore un joueur fragile. Alors Zaniolo avec le staff milanais, c'est même pas la peine d'en parler. Bref, nous verrons bien. Bellotti, c'est vrai que l'argument du prix, de la gratuité pèse lourd dans la balance, également l'argument de l'envie, tout simplement. C'est un joueur qui aime le Milan, comme Tonali, donc c'est vrai qu'on peut l'accueillir à bras ouverts pour cette raison. Moi, j'ai du mal avec les deux parpaings qu'il a à la place des pieds, mais c'est mon avis très personnel. Il m'a tellement exaspéré à l'Euro, et plusieurs fois d'ailleurs avec la nationale également, que j'avoue, je ne peux plus le voir en peinture. Mais enfin, peut-être qu'il me fera mentir et qu'il enchaînera les buts, comme tu dis, 15-20 buts par saison, pourquoi pas, hein. De toute façon, il y a de fortes chances qu'ils viennent, on fera avec. Messieurs, je vous remercie pour cette excellente émission. On se donne rendez-vous vendredi pour Milan Udinese. Bon week-end à tous, salut! Ciao. Salut. Ciao.